Bienvenue, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait consacrer son temps d'antenne à l'autre patate chaude de la République. Vous le savez, en dehors des législatives, il s'agit de la rocambolesque affaire, non encore totalement élucidée, affaire 18 kg de cocaïne. Un point d'honneur pour des questions de clarification désormais. Oui, jusqu'au bout, il aura clamé son innocence et dénoncé ce qu'il aura personnellement qualifié de montage grotesque pour salir son honneur et sa réputation. Sébastien Adjavon, l'allié de Patrice Talon pour le second tour de la présidentielle de 2016 et adversaire politique de taille, condamné dans l'affaire de 18 kg de cocaïne pure, peut désormais pousser un ouf de soulagement. Et ce à raison. Le 29 mars dernier, à Arusha, l'État béninois a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour a en effet reconnu la plupart des violations des droits fondamentaux soulevées par l'homme d'affaires et acteurs politiques dans le cadre de la dite affaire. Pour nombre d'analystes et d'observateurs, cette victoire n'est nullement celle de Sébastien Adjavon, mais celle de tout un peuple en quête de plus d'équité et de justice. Verdict de la CADHP dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Un désaveu pour la justice béninoise. Mesdames, Messieurs, il s'agit là du thème au menu de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Déjà, sur ce plateau, en ma compagnie, Georges Banabé Bago. Il n'est plus à présenter, agrégé des facultés de droit. Il est un ancien doyen de la FADESP qui a laissé une tâche paraît indélébile, positivement bien entendu. De son parcours, on en parle au présent. Georges Banabé Bago, bonjour. Bonjour, monsieur Tandji, et merci de l'invitation. Je vous en prie. Vous le savez, ça a été une course à la montre derrière vous, et ça, c'est à raison. Donc, franchement, merci pour la disponibilité. L'autre invité reste l'un de ceux que nous avons promis plus d'une fois. Ah, finalement, c'est chose faite. Ah, oui, c'est toujours dans la durée qu'on emporte les grandes victoires. Ah, oui, fidèle Kikan. C'est lui qui est notre second invité, directeur exécutif d'Amnesty International. Bien, il a donc répondu présent. Fidèle Kikan, bonjour. Bonjour Joël, merci de l'invitation et c'est un honneur pour moi de partager le plateau avec quelqu'un que j'apprécie énormément, le doyen et le professeur. Merci professeur. Merci aussi, M. Kikan. Amnesty International non plus n'est pas de la dernière pluie. Oui, ce plateau, c'est aussi ça, le plateau des rencontres. Mesdames, Messieurs, chaque fois que besoin, n'hésitez pas, n'attendez pas que l'appel vienne forcément de nous taper à nos portes et vous serons grandement ouvertes, sans condition aucune. Donc, chers invités, une fois encore, merci pour la disponibilité. Alors, affaire 18 kg de cocaïne devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il était très attendu. Le verdict, enfin, il est là. Un résultat qui, pour d'un, tombe plutôt à propos. Nous allons nous retourner voilà, vers les sachants pour nous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut retenir de fondamental. Fidèle Kikan, une décision comme celle-là tombée aux mains d'Amnesty International Bénin, qui a suivi aussi de très près ce dossier. Quel a été l'accueil? C'est d'abord un sentiment de remerciement sur deux points. Remerciement à l'État béninois qui, depuis 2016, depuis 2015, pardon, je crois si mes souvenirs sont bien, a permis à ces citoyens de pouvoir lester, de pouvoir le traîner devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Remerciement aux citoyens Sébastien Adjavon pour avoir en quelque sorte montré la voie. Parce que comme vous savez, Amnesty International Bénin, au-delà de toutes nos activités de dénonciation, nous travaillons beaucoup à l'éducation aux droits humains. Et l'éducation aux droits humains, c'est tout l'ensemble de capacitations qu'on peut donner à l'individu de sorte à reconnaître ses droits et surtout à les revendiquer. Et en ce sens, M. Sébastien Adjavon nous a montré la voie à suivre. Maintenant, à part les remerciements, c'est quand même un sentiment de gravité. De gravité. Ou bien vous l'avez dit, de gratitude. De gravité. Ah bon. De gravité. Parce qu'en octobre 2016, quand nous avions dénoncé la suspension arbitraire des associations estudiantines, on pensait que c'était un fait divers. En novembre 2016, quand nous avons levé
la voix sur la suspension arbitraire encore des médias, on pensait que c'était un fait divers. Quand en août 2017, la kyrielle de loi inique a suivi, on a pensé que c'était insignifiant. Aujourd'hui, on se rend compte. On se rend compte que ce que nous disions, ce que tout le monde disait, est en passe de devenir malheureusement une vérité, qu'il y a quelque chose qui se passe en matière de menaces législatives et qu'il y a quelque chose qui s'érode et qui s'effrite en matière, disons, de garantie de la liberté, de la sécurité et de l'intégrité physique des personnes. C'est pour ça que ça devient grave. Et nous espérons, dans le commentaire de cette décision, en tirer des leçons pour que presque plus jamais ça. On est là aussi pour ça, tirer les leçons d'une décision qui pour d'aucuns restera historique. Oui, professeur Barnabé Gbagbo, le regard de l'homme de droit et ensuite du professeur par rapport à une décision comme celle-là qui paraîtrait être attendue au niveau aussi des facultés pour certaines leçons, parce qu'on a vu aussi des hommes de droit tout autour de ce dossier, des positions très divergentes et parfois contradictoires. Oui, et M. Joël, à la suite de M. Kikan, l'Amnesty International, je dirais que l'heure est grave. Oui, c'est vrai, il y a la joie pour ceux qui se battent pour l'injustice, parce que ça, c'est vraiment un cas flagrant d'injustice. Donc, la joie, qu'on a pu quand même aboutir à cette décision, mais la gravité, parce qu'on se demande, vu la logique dans laquelle nous sommes depuis des années, je dirais 3 ans, il faut être sérieux, depuis 3 ans, vu cette logique-là, on se demande ce qui va se passer. Est-ce que le Bénin va exécuter cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme? Et nous attendons justement nos autorités, parce qu'on avait déjà demandé un rapport qui n'a pas été suivi des faits. Alors on se demande, on espère que le Bénin va s'assagir et que le Bénin va prendre cette voie-là. Mais permettez-moi d'en douter. Et ce serait là quelque chose de grave. Ce serait grave si le Bénin ne veut pas suivre cette décision qui vient de tomber. Alors, cette décision, je crois que nous sommes, il faut le dire, nous sommes dans des contraintes internationales. Il ne faut pas penser aujourd'hui que, bon, nous sommes à la tête d'un État, puis c'est terminé. Non. On nous regarde. On nous regarde et tout ce qui se passe, on a beau critiquer la Cour internationale, les cours internationales, on a beau les critiquer, mais nous savons qu'il y a une menace qui plane sur, je crois bien, les autorités béninoises, si elles n'exécutent pas cette décision. Voilà ce que je peux dire, comme ça déjà, et en espérant que le Bénin exécutera cette décision. Alors, je vais en brancher sur le manifeste, je dis ça manifeste, le préambule de notre Constitution, oui, qui a toujours dit que nous avons au Bénin, nous allons retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme, qui furent naguère les nôtres. Et je crois que c'est ce que le président Sébastien Adjamon vient de faire. Ce rôle de pionnier de la démocratie, il a accepté de recevoir le coup et de jouer ce rôle-là. Évidemment, notre préambule le dit, mais ça rentre dans les détails. Et je rends hommage d'ailleurs au tout premier, qui a permis justement aux droits de l'homme de s'universaliser. C'était un Béninois. Il s'appelait Toussaint Louverture. Ah oui, et oui, bien sûr. Et bien après lui, un siècle, je sais pas quoi, 150 ans après lui, nous avons eu des gens comme Bianzin, Cabal, Biogura, etc. Donc, nous sommes effectivement dans cette voie-là, cette voie de pionnier que le président Sébastien Adjamon a accepté, n'est-ce pas, de jouer dans la tradition des grands révolutionnaires béninois. Alors, nous disions aussi que dans ce préambule, ce manifeste, nous réaffirmons notre position fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, etc., etc. Ça commence par là, ce manifeste, nous, peuple béninois. Et je crois que c'est cela maintenant. Nous sommes dans cette phase-là et le président Adjamon nous a montré la voie. Et nous le remercions pour cela. Ok, pour le sujet, il y a un certain nombre de points que la Cour
Arusha a évoqué. Nous allons, avec votre permission, revenir sur quelques-uns de ces points. Le 18 octobre 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, installée en août 2018, a condamné l'homme d'affaires à 20 ans de prison par contumace. On se rappelle, après un procès devant un tribunal de Cotonou en novembre 2017 qui avait conclu à sa relâche au bénéfice du doute. Alors, la Cour africaine, dans sa décision, a notamment estimé que l'État béninois, j'ai souligné les grands points là, a violé le droit du requérant à être jugé par une juridiction compétente et a violé le principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être poursuivi et puni 2 fois pour la même faute. Et ça, on a entendu certains citoyens l'évoquer bien avant, et en même temps, on a entendu des hommes de droit sur ces principes évoquer des idées presque contradictoires. Comment se fait-il que la Cour, elle revient sur cette décision et pense que c'est un principe fondamental que la CRIE devrait respecter, ou que la justice dans son ensemble devrait respecter, et que la justice n'a pas pu respecter? Je suis désolé de ce que je vais dire, parce qu'il y a un homme de droit, il y a un enseignant à la table. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la contradiction que nous avons dans la manière d'interpréter le droit actuellement au Bénin. Et je dirais, en tant que défenseur des droits humains, faisons attention à ce que nous faisons. Parce que dans nos patois ou dans nos langues, on dit il ne faut pas voir parce qu'il pleut. Et fais pipi sur toi-même parce que la pluie va s'arrêter et il se peut que le pipi sente. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le droit reste universel et son interprétation devrait pouvoir l'être, tant est que les personnes qui s'amusent à l'interpréter se réclament de l'intelligentsia. Ce qui se passe ici, vous avez bien fait de relier, disons, la position de jugement de la Cour à la crédibilité même, ou du moins à l'essence même de la CRIET. Et cela se relie à simplement la mise en œuvre de l'article 14 et suite du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le principe de double juridiction, le principe de comment vous appelez en anglais, en latin, de non bis in idem et autres. Pour notre part, c'est des questions normalement que le Bénin a dépassées. Mais ce qui est intéressant dans cette décision de la Cour, c'est que nous qui avions déjà, ou toutes les personnes qui avaient déjà levé la voix contre l'existence même de la CRIET, aujourd'hui, ont plus de l'eau à leur moulin, ont plus de voix internationales pour pouvoir continuer ce plaidoyer-là. Et normalement, une décision, à défaut de réviser la loi créant la CRIET, il faudra penser simplement à la supprimer. Mais ce qui est grave dans la décision, c'est pour ça que je parlais de gravité, ce qui est grave dans la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et de la justice par rapport à la CRIET, c'est que la manière dont les arguments apportés ont été faits pourrait avoir des conséquences sur des anciens cas déjà jugés par la CRIET. Sur la question du droit, par exemple, à être jugé par une juridiction compétente, sur la question de la préservation de la double juridiction, etc., etc. Ce qui veut dire que si les autres cas qui ont été jugés par la CRIET sont à l'écoute de cette décision, si leurs conseils juridiques sont à l'écoute de cette décision, il se peut qu'il y ait des éléments intéressants à exploiter. Mais revenons sur la décision elle-même. Nous avons pu dénombrer une dizaine de violations de droits que la Cour a dit qu'ils ont été violés. Tout à fait. Cela semble quand même un peu trop pour un pays prioritaire de la démocratie. On revient sur les 10 points là. 10 points, oui, le citoyen lambda, j'ai entendu, parce que beaucoup demandaient à savoir quand est-ce qu'on aura un plateau sur ce dossier. Je l'ai annoncé. Il y a un citoyen qui a posé ces questions. 10, ça fait un peu de trop. Avec tous ces avocats, ces magistrats devant le Bénin et tous ces moyens dont dispose l'État béninois, comment peut-on en arriver là? Il faut préciser que le Bénin s'est fait représenter avec trois avocats aussi. Pendant que le procès se déroulait. Voilà. Donc le Bénin était bien présent. On revient sur la question, oui, professeur Bago, vous étiez parti des chantres de ce qu'on appelait
une relative systématique où certains ont exagéré peut-être les mots en bastiment de la criette. Là, c'est depuis Arusha qu'on demande à ce qu'on revoie vraiment, le Bénin revoie sa copie parlant de cette juridiction. Quel est le sentiment qui vous a animé et quelles sont les leçons que vous pensez on devra alors tirer une fois pour toutes? Oui, monsieur, avant de commencer, je reviens sur les intellectuels africains, béninois, qui interprètent les tests selon les espèces sonnantes et trébuchantes qu'on leur propose. Je crois sincèrement que le mythe des diplômes, il faudrait qu'on en arrête au mythe des diplômes. Qu'on en arrête au mythe du diplôme. Le mythe des diplômes, il faut que ça s'arrête. Ce mythe des diplômes qui veut que, contre toute logique, parce que je suis agrégé, je suis peut-être professeur titulaire, je ne sais quoi, ce que je dis, ça doit passer. Non, il y a une logique dans le droit. Et actuellement d'ailleurs, et je crois que ça va servir de leçon au Bénin, le principe de l'égalité que nous sommes tout le temps en train de, je dirais, de porter au pinacle, il n'est pas le seul principe. Il y a aussi la légitimité, je voulais même dire la juridicité. Et ça, les anglophones montrent là que la loi seule ne suffit pas pour régenter la société. Il faut aussi la pratique, je dirais, la juridicité. Et cet exemple-là nous montre un peu ce que nous devons aussi aux anglophones. Parce qu'on a beau dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est pas seulement les francophones, c'est l'expérience francophone et l'expérience anglophone. Alors lorsqu'on parle de procès équitable, tribunal incompétent, etc., c'est des notions qui nous viennent directement de la juridicité, de la jurisprudence, n'est-ce pas, ce que la jurisprudence a construit. Et ici, notre tribunal, la Criette, on l'a redit, que c'est quelque chose qui ne peut pas continuer à exister. La Criette est un tribunal complètement incompétent. Tous les articles de la Criette doivent être combattus. Et cela... Tous les articles? Tous les articles. Il n'y a rien de sérieux. La Cour s'est arrêtée, la Cour africaine s'est arrêtée à des articles, n'est-ce pas, qui concernent tout le monde. Mais si on devait revenir aussi sur les articles qui concernent la composition de la Criette, mais ce n'était pas son rôle. Elle allait dire que aucun article de la Criette ne vaut la peine et il faudrait éradiquer, enlever cette malformation que nous avons accepté de mettre pour pouvoir combattre qui? Pour combattre peut-être un homme, peut-être, je prends même l'expression Criette. On dit la Cour de la répression des infractions économiques et du terrorisme. Oui. Alors, moi, la drogue, je ne vois même pas la drogue dans cette énumération. Et parce que la drogue génère des finances. Oui, d'accord, mais il faudrait peut-être créer un tribunal à part pour la drogue. Alors, Criette, infraction économique et du terrorisme. La drogue est où là? Terrorisme, infraction économique, je ne vois pas la drogue dans cette histoire. Donc, ça a été créé exprès, en tout cas, ça a été étendu exprès. Et d'ailleurs, la Cour condamne l'article 20, ça a été étendu exprès pour justement un individu, Sébastien Adjavon en l'occurrence, et puis après, bon... C'est ce qu'il a dit. Vous pensez qu'il faut accorder du crédit à ce qu'il a dit? L'homme a réagi, on l'a suivi, il dit qu'une cour criée de toutes pièces contre sa personne. Vous avez parlé du principe non bis in idem. Tout à fait. Alors, on s'est tous récriés sur cela. On a changé des articles du Code de procédure pénale juste pour ça. Pour que je dirais, l'appel du procureur général, n'est-ce pas, soit valable, on a dû changer des articles. Alors, on n'a pas... Non bis in idem, je crois que c'est un principe fondamental. Sébastien Adjavon a été déjà jugé et on a trouvé, bon, le juge qui est toujours là, qu'on n'a jamais promu. Il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont aussi. Ah bon? Il n'a jamais été promu, il est là, toujours là. Est-ce qu'il méritait d'être promu? Bien sûr, vous savez, il est toujours président intérimaire du tribunal de première instance depuis je ne sais pas combien d'années. Il aurait été quelqu'un... Peut-être qu'il y avait des lacunes à son niveau. On a appris qu'il a toujours été intérimaire, on s'est dit, mais puisque vous êtes un peu du milieu... Oui, c'est cela. Non, je vous dis, il faut qu'on se dise la vérité. Il a été jugé déjà une fois. On a trouvé, bon an, mal an, que, bon, il y a un doute. Pas pour lui, mais il n'est pas seul. Ils étaient 3 au moins ou 4. Alors, s'il y a un doute, pourquoi reprendre encore cette décision? Et ça, la Cour a été radicale là-dessus. La règle non bis in idem, c'est dans tous
tous les principes, que ce soit la charte africaine, que ce soit la Convention européenne, etc., etc. Partout, nous avons ce principe-là. On ne peut pas juger deux fois. C'est fini, ça. Ça, c'est le Moyen-Âge. On en est là, malheureusement, et la Cour aura identifié 10 points. Pour le citoyen lambda, ça paraissait énorme. Je me retourne vers les sachants. Oui, 10 points. Et l'État avait, comme le disait ce citoyen lambda, suffisamment de moyens pour qu'on relève trop de coquilles sur sa copie. Et vous le disiez, l'État a été représenté. Une fois encore, comment on est pas arrivé là? Ou comment cela peut-il s'expliquer? Je m'excuserai de jeter le pavé dans la main, mais si vous me demandez comment on en est là, je vous retournerai la question, comment on en est à la crise préélectorale actuelle. C'est de la manipulation législative que nous avons généré cette crise-là. Donc aussi, c'est de la manipulation et disons que de l'inappropriation du cadre législatif que nous avons mis en place, qu'on est en train d'arriver à ce à quoi nous sommes en train d'arriver. Et j'ai vu la Cour, parce que c'est à date, la Cour s'était arrêtée au dernier cadre législatif en place, le code sur le numérique. Mais si aujourd'hui la Cour devait reprendre son travail, il aurait inclus le code pénal. Vous pensez que ça aurait pu être pire? Parce que, regardez, si nous sommes arrivés là, c'est parce que nous avons mis la criette en place. Si nous sommes arrivés à la criette, le professeur disait tantôt, c'est parce que nous avons été obligés aussi, pour justifier la criette, d'aller rapistoler une autre loi. Si nous en sommes là, c'est parce que nous avons mis des lois comme les lois sur la collecte du renseignement. Si nous en sommes là, c'est qu'il y a le code sur le numérique qui fournit de la matière, entre autres, à la criette. Si nous en sommes là, c'est parce que nous aurons définitivement un code. Il faudrait que ça s'arrête, parce que il n'y a pas que ces lois qui régissent la Constitution. Ces lois devaient pouvoir rester dans une sorte de logique avec ce à quoi nous avons décidé de croire, c'est-à-dire la Constitution, les valeurs de droits de l'homme qui sont dans notre Constitution. Et je me réjouis aujourd'hui que cette Cour fasse partie de l'arsenal judiciaire du pays, tout simplement parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie du bloc constitutionnel de notre pays. Et si tant est cela, ça veut dire que le protocole créant la Cour émanant de la Charte fait aussi partie du bloc constitutionnel de notre pays, et les conclusions sont à tirer. Ça veut dire que je ne vois pas comment est-ce que le Bénin arrive à ignorer de telles décisions sans frémir à penser que la Constitution est en train d'être violée, sans frémir à penser que toutes les garanties aux droits humains comportées dans nos diverses lois sont en train d'être violées. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à arrêter la saignée et repartir sur les valeurs que nous avons promis, sur les valeurs sur lesquelles nous sommes engagés, pour qu'on arrête aussi de nous remonter la bretelle. Parce que je ne vois pas... en tant que Béninois, plus que défenseur des droits humains, mais en tant que Béninois, c'est basique de nous reprocher de n'avoir pas observé les règles élémentaires de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Parce que nous sommes censés avoir déjà passé le cap. C'est en cela que je dis que non seulement c'est grave, mais que, in fine, il va pouvoir... C'est-à-dire que ce cas devient un cas d'école qui devrait, en matière d'éducation aux droits humains, en matière de revendication des droits, devait pouvoir être enseigné partout où besoin devait être. Et l'État devait en tirer donc toutes les conséquences et arrêter la saignée. Je répète encore, arrêter la saignée par rapport à l'observance de l'entièreté des droits dévolus à l'être humain. Je vais finir par ceci. Vous savez, dans quelques jours, nous allons commémorer le 3e anniversaire, je crois, de l'accession du président Talon au pouvoir. Oui. En venant ici, j'ai revisité son discours d'investiture. Il a prononcé le mot liberté 2 fois. Et la première fois, il disait à peu près qu'il est conscient que l'état de jouissance des libertés fondamentales n'est guère religion. Et la deuxième fois, il a dit qu'il s'engageait à peu près réparer cet état de choses. Est-ce que quand on se regarde dans le miroir aujourd'hui, 3 années après, et qu'on voit
toutes les lois qui ont été faites, toutes les lois liberticides qui ont été mises en place, qui ont été décriées et qui viennent d'être magistralement relevées, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que les libertés fondamentales, les libertés individuelles sont respectées? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, est-ce que le 6 avril prochain, est-ce que, honnêtement et en toute objectivité, le président de la République pourra dire encore qu'il a réussi à rendre plus reluisant du moins, l'état de la jouissance des libertés individuelles? C'est à cela plutôt qu'on va l'appeler. Et donc, cette décision du 30 mars tombe bien à pic, parce que ça doit pouvoir permettre aux uns aux autres de faire cette introspection, de repartir sur le discours inaugural, qui devrait quand même être un discours cadre, de repartir là-dessus et de voir où est-ce que nous avons promis être et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ah oui, important à souligner. Le rappel de la mémoire collective, le devoir de mémoire auquel vient de nous soumettre Fidèle Kikan, on ne le passe pas sous silence, le lien est tout trouvé. Mesdames, Messieurs, professeur, là, beaucoup pensent que vous êtes une fois encore interpellés, les intellectuels, comme on les appelle en Afrique, les éclaireurs de nos leaders, mais qui, malheureusement, parfois, semblent ne pas faire la fierté. Patrice Talon a promis, je ne rappelle pas, parce qu'il l'a fait. L'état de liberté, ce n'est pas ce qu'il y a de plus reluisant au Bénin. Il a promis mieux faire. Que s'est-il passé en temps? L'homme s'est fait entourer. Et là, depuis Arusha, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple rappelle, je cite exactement, la présomption d'innocence, le droit de faire valoir des éléments de preuve, le droit d'accéder au dossier de la procédure, le droit de se faire représenter par un conseil n'ont pas été respectés, notamment parce que lors du procès à la Criette en octobre 2018, les avocats de Sébastien Diavon avaient été empêchés d'accéder au dossier et de prendre la parole. Ça se passe au Bénin et sous la gouvernance Talon. Professeur Gbagbo. Oui, disons que pour résumer un peu les 3 années du régime Talon, il n'y a que 2 mots que même ils nous ont servi. La ruse, surtout la ruse. Tout est fait avec ruse. La criette, c'est la ruse. Je ne sais pas si c'est la rage aussi. Mais tout est, on ruse avec tout. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent avec cette histoire de ruse. Les Béninois ne sont pas des idiots. Nous sommes un peuple assez courageux, un peuple qui a démontré pendant des siècles que la ruse, tout le monde est rusé au Bénin. Tout le monde est rusé. Donc ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui peuvent aller vers la ruse. Alors, pour répondre à votre question, oui, je disais au début que les francophones ont beaucoup encore à apprendre. Tout ce que vous avez cité, vous savez, vous avez des procureurs, je vous l'ai dit, répété, procureur général, procureur de la République, procureur spécial, tout ce que vous voulez, qui n'existent plus dans les pays, je dirais, modernes. Parce que ces procureurs-là, avec tous les pouvoirs qu'ils ont, ils sont capables de tout faire. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons suivi le procès à Diavon. On a suivi le rôle des procureurs, enfin, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. Nous avons vu cela. Et il faudrait amoindrir en démocratie le rôle des procureurs. Il faudrait que le procureur descende, n'est-ce pas, dans l'arène, comme les avocats, parce qu'il ne doit pas avoir de pouvoir supérieur à l'avocat. Je prends un exemple. La communication, on en a parlé certainement, la communication des dossiers. Mais nous avons un système qui veut que celui qui doit être jugé ne soit même pas au courant de son dossier. Au dernier moment, qu'on lui dit, voilà ton dossier. Même les avocats, on vous dit 48 heures à l'avance, vous venez, ou 72 heures à l'avance, venez prendre connaissance des dossiers. Alors, c'est des pratiques qu'on ne retrouve plus dans les États modernes. Vous êtes au même niveau. Le procureur et les avocats, ou bien la partie qui est poursuivie, doivent avoir accès à l'information au même moment. Ce qui n'est pas le cas de nos pays francophones. Et la France, déjà, a commencé par changer son système par rapport à l'Angleterre, puisque la France est dans l'Europe, et tout ce qui se passe de bien, et la légalité, qui est le système français, mais également la juridicité, qui est le système anglo-saxon, les deux ensemble. Ce qui fait que tout ce qu'on nous a cité là, déjà notre système permet à n'importe quel quidam
de refuser aux avocats de venir consulter leur dossier, c'est ce que nous avons vu avec le procès à Japon, et de refuser le procès équitable. Donc, l'égalité des partis, l'égalité des armes, toutes ces choses-là, il nous faut beaucoup de temps pour aller à l'école à cet apprentissage. Alors, lorsque vous créez encore une criette qui vient encore aggraver, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme tard, je crois que il faudrait à ce pays pionnier, d'autres ministres de la justice pour pouvoir enlever justement les tares que nous avons déjà. La France le fait. Il faudrait qu'on suive la France parce que c'est la France qui nous a donné cet art-là. Et aujourd'hui, la France fait tout pour gommer cet art. Mais nous, au contraire, nous essayons encore d'accroître cet art-là en mettant en place des juridictions comme la criette et autres. Alors c'est ça mon cri. Il faudrait changer tout notre système judiciaire. Peut-être, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais il faudrait y penser. Le procès à Djadjavom, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est bien au-delà de Sébastien Djadjavom. Mais parlant de l'homme, il y a une décision phare, entre autres décisions prises. Il y a un aspect phare qui n'échappe à personne, que le professeur Gbagbo a évoqué. Avant de me retourner une fois encore vers lui, je vais me retourner vers vous. Oui, la Cour dit avec insistance, l'État béninois doit prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler la condamnation de l'homme, et ce, dans un délai de 6 mois. Vous savez, en matière de droit, quand le droit a été dit, quand justice a été faite, je parle de justice équitable, a été faite, la phase automatique, systématique qui suit, c'est la réparation, le rétablissement et la réparation. Donc, normalement, toutes les conséquences doivent pouvoir être tirées par un état de droit comme le Bénin, de toute la démonstration qui a été faite, des violations de droits de l'homme qui ont été constatées et confirmées par la Cour, et que normalement, conséquences soient tirées. J'ai vu que la Cour allait dans tous les détails en matière de réparation afin que les effets cessent et soient effacés. Donc ça veut dire que il y a même un effet rétroactif dans la réparation qui devrait être faite. Et c'est de bonne guerre, parce que c'est un principe fondamental en matière d'état de droit et en matière d'État qui veut respecter les droits humains. Donc je pense que la Cour a indiqué le délai de 6 mois, c'est eu égard au test même régissant la Cour que cela a été fixé, et l'État béninois le sait très bien parce qu'il est en partie à la charte. Et cette décision, comme vous le savez, est souvent notifiée à tous les États de l'Afrique. Donc ça veut dire que cette décision est aux mains de tous les pays de l'Union africaine, et ce n'est pas chose anodine. Maintenant, dans ça, le Bénin va décider de montrer si la charte fait toujours partie de sa constitution, ou si nous avons défini d'autres valeurs en matière de droits humains. Et ça passe par les actes. Oui, mais maintenant, lorsqu'on dit rétablir l'homme dans ses droits, annulation de condamnation, qu'est-ce que ça suppose? Vous avez vu que l'instrument qui a été le plus utilisé, parce que c'est d'ailleurs la matière, c'est le Pacte international sur les droits civils et politiques. Oui. Et clairement, le requérant, parce qu'il il a présenté plusieurs documents devant la Cour. Et dans l'un de ces documents, il a clairement demandé qu'il voudrait rentrer au pays et participer, par exemple, aux législatives 2019. Donc, la Cour, je pense, sur cette question aussi à statuer. Donc, quand on dit de rétablir, c'est de rétablir. Et ça, la Cour avait presque indiqué, même si la Cour n'était pas en ce moment, en décembre, sur le fond, c'était une manière pour arrêter des effets plus graves de la décision d'octobre 2018, que la Cour disait il faut surseoir à la décision d'octobre 2018 dans la quinzaine. Bon, l'État béninois n'a pas voulu le faire. Je pense qu'entre-temps, les effets se sont aggravés, mais maintenant, je pense qu'il y a plus d'analyses de fond qui permettent à l'État béninois aujourd'hui de voir s'il mettra toujours en avance sa souveraineté. Et là, c'est encore un autre débat. Parce que du moment où nous avons tous reconnu, nous, nations du monde, et que nous sommes allés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est parfois un jeu cynique que certains États utilisent. Jusque-là, le Bénin ne l'avait pas souvent utilisé. À opposer la souveraineté de l'État
quand il s'agit de droits humains, parce que les droits humains sont universels. Nous allons voir si l'État va opposer encore sa souveraineté, mais si l'État le fait, je pense qu'il va avoir alors une révision de fait de notre Constitution, parce que certains articles de la Constitution rappelleraient que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de notre Constitution. Ça reste des faits tangibles, oui. Professeur Bado, rétablir l'homme dans ses droits, qu'est-ce que tout ceci suppose pour l'homme de droit? Oui, je suppose que déjà nous attendons la deuxième partie de la condamnation, la partie pécuniaire. Et vous savez, si le Bénin s'entête, je suppose qu'il ne va pas le faire, mais si le Bénin s'entête à ne pas exécuter la décision, on pourra saisir, je ne sais pas si nous avons des aéronefs, des navires, etc., on pourra saisir tous nos biens à l'étranger. Ça s'est fait, oui. Mais un individu contre l'État? Bien sûr. Vous croyez, les États, aujourd'hui, les individus sont souvent maintenant considérés comme des États. Lorsque vous êtes étranger, vous êtes à l'étranger, que vous êtes un individu, aujourd'hui, la chose est possible. Les ONG, etc., les individus peuvent également faire saisir les biens du Bénin à l'étranger. Il faut que notre État le sache. Alors, au-delà de cela, je dirais que les arrêts, et M. Kikan l'a dit tout à l'heure, les arrêts de la Cour sont notifiés au Conseil des ministres qui veille à leur exécution. On le dit aussi ici que les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. C'est des engagements que les États ont pris, que le Bénin aussi a pris. Alors, la Cour soumet à chaque session ordinaire de la conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un État n'aura pas exécuté les décisions de la Cour. Alors donc, ce n'est pas quelque chose qui enlève cette souveraineté du Bénin, etc., etc. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais je l'ai dit au début, nous sommes dans des contraintes internationales. Le Bénin doit exécuter cette décision et celle qui va arriver bientôt. Oui, lorsque le président Talon avait été condamné ici, mais évidemment, les gens ont beau dire qu'ils n'exécuteront pas, mais finalement, ça a été exécuté. Et je suis sûr que pour Adjavon, ça va être la même chose. On a beau différer cela, mais elle sera exécutée, cette décision-là. Et compter sur les États africains, compter sur même la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme des peuples n'est qu'une projection, c'est l'image, si vous voulez, de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ce qui se passe là-bas, c'est bien cela. Les États ont compris, lorsqu'on a commencé par saisir des aéronefs, lorsqu'on a commencé par saisir des navires, les États ont compris tout de suite qu'il faut rentrer dans les rangs et exécuter les décisions. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de saisir quoi que ce soit en Occident pour que les États, spontanément, même en Afrique, il y a eu toutes les décisions qu'il y a eu déjà auparavant. Et les États africains ont spontanément au Burkina Faso, il y a eu plein de décisions. Ça m'étonnerait que le Bénin puisse faire de la résistance. Mais avec l'histoire de Ruse, c'est possible. Mais nous allons tomber dans un grand trou. Et déjà que la misère ambiante est présente au Bénin, et compter sur l'international, les contrats internationaux, pour accroître cette misère-là sur le peuple béninois. Puisque les gens n'ont pas d'autres armes pour le faire, ils le feront. Ils feront tout pour que cette décision soit exécutée. Donc il vaut mieux que spontanément, volontairement, les hommes de la rue et de la rage l'exécutent. Ils ont refusé ce qu'on leur a donné 15 jours pour faire un rapport. Ils ne l'ont pas fait pour ce soir l'exécution. Ils ne l'ont pas fait. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça devient beaucoup plus sérieux. Ils doivent exécuter. Sinon, toutes les nations africaines d'abord, et toutes les nations européennes, toutes les nations même mondiales, auront, n'est-ce pas, un doigt pointé sur le Bénin. Et ça, c'est très très sérieux. Je crois que nos gens qui n'ont peut-être pas fait le droit, qui se confient à des juristes qui disent qu'ils sont agrégés, qu'ils sont ceci, cela, ce n'est pas le mythe du diplôme, ce n'est pas le diplôme qui compte. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences
qui vont arriver à notre pays qui comptent. Et il faudrait que ceux qui sont à la tête du pays arrêtent de ruser avec nous. Qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, de prendre je ne sais pas, leurs imaginations, ou des versicles pour des lanternes, et pensant qu'ils peuvent tout faire. Ils ne peuvent plus tout faire maintenant, c'est terminé. Au Bénin, on peut faire tout ce qu'on veut au Bénin. Mais dès que nous sortons du Bénin, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. En tout cas, le Bénin n'évolue pas dans un monde isolé, mais dans un grand ensemble. Et pour ça, oui, la synergie d'action s'impose. Et là-dessus, Amnesty International a quelquefois été appelé à servir de conseil. Et pour les États, on prend le cas spécifique du Bénin par rapport à un dossier comme celui-là. Quelle pourrait être la contribution de Amnesty International? Parce qu'il faut désormais sauver la face. On fait comment pour sauver la face? Nous avons un statut d'observation au niveau de la plupart des instances régionales et internationales en matière de droits de l'homme. Mais sur le cas d'Adjavon, nous avons déjà donné tous nos éléments de conseil en novembre 2016. Tous les éléments? Tous les éléments. Si vous relisez encore le communiqué de presse que nous avons sorti et le background que nous avons constitué, non seulement nous avions donné tous les éléments que la Cour a utilisés actuellement, mais nous avions déjà un peu mis en garde sur, disons, l'idée qui pourrait être derrière. C'est exprès que dans le background, par exemple, nous disions que voilà, les chaînes qui avaient été fermées sont de l'opposant, parce qu'on sentait venir la chose. Quand après nous avons vu les lois les plus tendancieuses les unes plus que les autres venir, nous avons essayé dans nos instances de plaidoyer de faire les fiches que nous devons faire, et certaines fiches spécialement par rapport à ce cas. On est donc désolé de voir que finalement c'est peut-être je ne dis pas un plus grand, mais que c'est entre griffes l'étranger, mais qui fait partie de la famille finalement, qui vient nous dire voilà, il faut pouvoir arrêter. Donc qu'est-ce que nous allons faire d'autre que le Bénin ne sait pas? Qu'est-ce que nous allons dire sur les droits civils et politiques que le Bénin, en tant que dans sa discipline communautaire, ne sache pas? Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui sur la jouissance des libertés, sur la sacralité de l'équité d'un procès, que le Bénin ne sache pas? On le sait. On le sait parce que nous avions déjà expérimenté le pire et nous savons faire la différence maintenant, la balance entre le pire et le bon. Mais pourquoi est-ce que nous avons tendance, en sortant la loi sur la criette, en sortant la loi sur le numérique, en sortant la loi sur le renseignement, en sortant le nouveau code pénal avec des chapitres bizarres, qu'est-ce qui nous pique? Moi, je voudrais que le 6 avril prochain, qu'on puisse nous dire que l'état de la jouissance des libertés fondamentales, qui n'était guère reluisant, est aujourd'hui reluisant. Que le 6 avril 2019, qu'on puisse nous dire que l'état de la jouissance des libertés fondamentales, qui n'était pas reluisant en 2016, est maintenant reluisant. Et on verra si cet état est vraiment reluisant avec ce qui se passe. Parce que le cas d'Adjavon n'est que le petit bout de l'iceberg. Combien de jeunes aujourd'hui ne sont pas malmenés devant les juridictions de ce pays à l'invocation des articles 551 consorts du code du numérique. Et on ne peut pas dire que la plupart de ces jeunes-là bénéficient de l'accompagnement d'un conseil juridique avant que les condamnations ou les décisions de justice ne tombent. Que dire aujourd'hui de toutes ces milliers de personnes qui ont envie de manifester, de crier leur liberté d'expression et qui se retrouvent confisquées dans les mains d'un préfet? Que dire aujourd'hui quand le code pénal transforme notre régime déclaratoire des manifestations en régime d'autorisation des manifestations? Est-ce que dans ces conditions, nous avons pu rendre plus reluisant la jouissance des libertés fondamentales? Si vous me répondez, si on peut répondre le 6 avril 2019, donc dans quelques jours, par rapport à ça, nous allons dire c'est bon, bravo. Mais si on ne peut pas répondre à ça, nous ne nous focalisons pas que sur le cas Sébastien Adjavon. Parce que beaucoup de Béninois qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces mécanismes de recours subissent l'injustice, acceptent l'injustice. J'ai vu des gens condamnés au tribunal de première instance de Cotonou et qui demandaient pardon. Alors qu'à la lecture, bien, quand vous regardez, ils avaient des éléments
pour pouvoir dire non, respecter mes droits, juste parce que nous arrivons, parce qu'on a mis un cadre législatif en place, et faisons attention, nous avons installé, nous avons légiféré pour la peur. Alors, nous avons légiféré pour la peur. Et c'est grave. Pour la peur, là, s'invite, oui, la question très lancinante des législatives. Le temps est complètement terminé. Nous allons, je vais juste poser une question qui servira de conclusion. Peut-être, professeur Gbagbo, la justice a-t-elle besoin de faire inéluctablement son toilettage, ou c'est plutôt les élus du peuple qui doivent revoir leur copie, et donc ce à venir? Oui, je crois que c'est les deux, puisque pour la justice, lorsque je vois ce qui a été dit dans l'arrêt, dans la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, sur l'épuisement des voies de recours, sur tous ces points, vous allez voir que la Cour africaine a montré l'inefficacité de toutes nos juridictions. Évidemment, les avocats béninois ont essayé de démontrer que Adjavon n'avait pas épuisé les voies de recours, ou alors que les voies de recours étaient encore en cours. Et la Cour a dit, mais écoutez, vos voies de recours là, aucune voie n'est efficace. Tout ce que vous citez là, le tribunal administratif, la Cour constitutionnelle, tout ce que rien n'est efficace. Alors, donc, déjà, je pense même aux magistrats. Vous savez, les magistrats, avec le Conseil supérieur de la magistrature, tout le monde a peur aujourd'hui. Tous les magistrats ont peur, ils ne peuvent rien faire. Et ce qu'ils me disent, vous les avocats, vous pouvez quand même parler. Nous, on ne peut plus rien dire. Et c'est vrai. Imaginez ce procureur, le substitut du procureur de la République à Cotonou, qui a délivré truc à Adjavon et qui a dû tenir compte, n'est-ce pas, de ce premier, de la suspension prononcée par la Cour africaine. Oui. Alors, lorsqu'il a tenu compte de cela... Celui qui a délivré le casier judiciaire. Le casier judiciaire. Vous voyez dans quel état il est? Bon, c'est vrai, ça va encore à l'étape de rumeurs, mais ces rumeurs-là sont fondées. Et donc, comment est-ce qu'on peut laisser ces magistrats travailler librement? Donc, le toilettage de la justice béninoise, ça s'impose, mais aussi le législateur va devoir... Évidemment. Merci à vous, professeur Gbagbo. Vous aurez compris, oui, fidèle Kika, en 30 secondes, avant qu'on ne se sépare. Le système judiciaire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport national sur le système national d'intégrité qui le dit. Le système judiciaire est le dernier du maillon, de la chaîne. Alors, si nous pouvons prendre ces genres de décisions pour pouvoir retoiletter, pour redorer le blason de notre justice, c'est tant mieux. Et encore une fois, prenons le cas Adjavon pour investir davantage dans l'éducation pour les droits humains. Les jeunes, toute personne qui se sent violée dans ses droits doit pouvoir éprouver les juridictions nationales et internationales et se réclamer justice. Merci à vous, fidèles Kikan. Merci également à vous, professeur Gbagbo. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est ainsi terminé. La justice n'a pas de prix, mais il faut travailler à ce que son appropriation soit la chose la mieux partagée. Car, dit Gilles Archembault, romancier et nouvelliste, la vie est impitoyable lorsque vous décidez de rester ignorant. L'ignorant, c'est celui à qui tout peut arriver, même ce qui ne devrait pas lui arriver. Mesdames, Messieurs, ne soyez pas de ceux à qui tout va arriver, alors que vous ne méritez pas de porter des chapeaux plus gros que vos têtes. Merci d'être des nôtres et à très bientôt.